Exactement. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'intelligence artificielle impliquée dans le diagnostic médical entre progrès cliniques et pièges systémiques. Je vais en profiter pour me présenter. Donc moi, je suis Violette Ramos, team leader du pôle santé de DPO Consulting et je laisse mon co-animateur prendre le relais. Et bonjour à tous. Donc effectivement, merci pour votre présence, pour votre inscription à ce webinaire. Donc pour ma part, Alan Blocho, je suis directeur du pôle cybersécurité au sein de DPO Consulting. Et vous verrez pourquoi Violette et moi aujourd'hui sommes réunis sur ce sujet, parce qu'on essayera un petit peu d'étudier l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé et aussi sous un prisme un petit peu cyber pour expliquer les différentes sécurités attenantes à l'IA qui seront très intéressantes. Si je peux commencer, j'aimerais bien déjà savoir si on est bien entendu. Je voudrais voir dans les commentaires déjà si les personnes, tout est bon pour vous en termes de son, en termes d'image. Bonjour Christophe. Donc ça a l'air déjà d'être OK pour le live. Bonjour à tous. Et donc, juste petit détail avant qu'on démarre, et après on y va. Aujourd'hui, format de webinaire un petit peu spécial, c'est-à-dire qu'on sera plutôt sur une logique de discussion autour du sujet. On ne sera pas sur une présentation PowerPoint dite classique. On va vraiment, Violette vous donnera en introduction le plan. Finalement, on va essayer un petit peu de discuter autour des différentes thématiques liées à ce sujet-là. Donc, pas de support pour ce webinaire. Par contre, il y aura un replay. Voilà, on va du coup pouvoir capter toute votre attention dans un premier temps et on espère pouvoir répondre à vos questions ultérieurement. Je propose donc que l'on débute. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle métamorphose le monde de la santé et plus particulièrement celui du diagnostic médical. Je pense qu'on a tous entendu plus ou moins parler de ces logiciels, nouveaux logiciels, qui permettent de détecter un peu plus tôt certaines pathologies, d'aider à interpréter des images médicales, donc à trouver des indices parmi les informations médicales, ou encore de prédire des risques cliniques à partir de dossiers patients. Ces outils suscitent beaucoup d'espoir. Ils suscitent aussi quelques craintes, mais on est là justement pour pouvoir en anticiper quelques-unes. Et ils peuvent améliorer donc la précision d'un diagnostic, réduire les délais de traitement de l'information et l'objectif du moins affiché est d'accompagner le personnel soignant dans un quotidien qui est souvent marqué par le manque de temps et une surcharge de travail. Alors, la difficulté liée à ces promesses et à ces belles perspectives, c'est qu'il existe des travers liés à l'usage de nouvelles technologies et notamment d'intelligence artificielle. Une IA n'est pas infaillible, elle dépend des données qu'on lui fournit. Donc, une mauvaise conception et ou un usage mal encadré peut entraîner des biais, des erreurs diagnostiques et, consécutivement, des atteintes aux droits des patients. Donc, c'est un sujet très enthousiasmant auquel on s'attaque avec Alan aujourd'hui, mais sensible également, finalement, puisqu'il va mêler différents acteurs, donc tant des acteurs du milieu technique, développeurs, statisticiens, que des acteurs du domaine de la santé. Donc, pour bien comprendre les enjeux, on va clarifier ce dont nous parlons. On va essayer de définir ensemble qu'est-ce qu'une intelligence artificielle appliquée à la santé, que veut-on dire par diagnostic, aide au diagnostic ou encore prédictif dans le milieu médical, avec l'usage donc d'une IA. Et en découle de là d'ailleurs plusieurs questions, notamment à partir de quand un logiciel devient un dispositif médical, donc soumis à une réglementation spécifique. Nous allons ensuite pouvoir voir quels sont les textes qui formalisent le cadre pour éviter les dérives de l'usage de l'IA en santé. Donc évidemment, le prisme du RGPD, mais bien évidemment, d'autres réglementations entrent en concours pour permettre le déploiement de ces nouvelles technologies dans les meilleures conditions. Des aspects très concrets vont être soulignés, donc ça va être notamment la question des données utilisées, la manière dont l'IA est développée et codée, et les mesures de sécurité indispensables pour protéger les patients, maintenir leur confiance, mais également développer un système qui soit fiable. Voilà.
Voilà, dans un premier temps. Voilà, donc ça c'est pour l'annonce du plan. Vous voyez, première partie dédiée vraiment aux explications, détails, définitions, textes applicables. Et donc deuxième grosse partie qui va plutôt s'intéresser à la logique de quelle est la sécurité qui va être applicable, à quoi il faut faire attention. Finalement, est-ce que c'est un outil intéressant, utilisable tel quel, ou est-ce qu'il y a des choses à faire attention avant son utilisation? On en parlera un petit peu plus en détail. Donc finalement ici, la question qu'on va se poser tous ensemble pendant ce webinaire, ça va être la suivante, c'est vraiment comprendre comment on fait pour intégrer l'intelligence artificielle dans le diagnostic médical pour que cette intelligence artificielle devienne un véritable progrès clinique, mais tout en évitant donc de tomber dans des pièges systémiques qui peuvent venir à la fois fragiliser la sécurité, mais aussi la confiance dans le domaine de la santé et donc de nos patients. Donc, dans une première partie, je vous propose de vous donner quelques définitions et de vous expliquer finalement de quoi on parle aujourd'hui quand on parle de la logique d'intelligence artificielle. Donc, je pense que voilà, on en entend parler déjà pas mal depuis quelques mois, quelques années maintenant, notamment avec ChatGPT, mais finalement, quand on parle d'intelligence artificielle, on va parler et utiliser un terme qui se veut très large, qui va recouvrir plusieurs réalités différentes, pour le coup. Et dans le domaine médical, on va surtout distinguer généralement 3 grandes catégories d'intelligence artificielle. La première, c'est l'IA dite vraiment classique, symbolique. C'est celle qui fonctionne sur la base de règles qui ont été définies au préalable par des experts. En fait, c'est celle qu'on connaît depuis vraiment déjà un certain temps. Ce sont tous les systèmes d'aide à la décision clinique qu'on a vu apparaître déjà depuis les années 2000, donc qui n'étaient pas forcément très avancés. Forcément, aujourd'hui, ça s'accélère. La deuxième intelligence artificielle dans le domaine de la santé, c'est celle de l'apprentissage automatique, qu'on appelle aussi le machine learning. Finalement, ici, l'algorithme apprend directement à partir de données médicales qu'on lui fournit. Exemple, je peux créer une intelligence artificielle qui va reconnaître une tumeur à l'aide d'une image radiologique. Non pas parce qu'un humain aurait codé toutes les règles de l'image radiologique, mais parce que l'intelligence artificielle a appris en analysant des milliers d'exemples qui lui ont été fournis. Ça, c'est l'apprentissage automatique. Et enfin, la troisième, celle dont on parle énormément depuis quelques mois, c'est l'IA générative, c'est celle qui est aujourd'hui la plus médiatisée. On connaît les modèles comme ChatGPT ou même Medpalm 2. Elle est capable, elle, donc, de produire du texte, des images, voire même de proposer des hypothèses médicales. Attention évidemment à celle-ci, puisque ces systèmes ici ne cherchent pas la vérité. Ce qu'elles font, ces systèmes d'IA générative, c'est de produire des réponses qui sont statistiquement cohérentes. Donc là, pour le coup, c'est vraiment déjà la première alerte sur ce sujet-là. Attention, ce n'est pas forcément la vérité absolue, ce qui sortira. Donc ce qu'on doit retenir ici en pratique, pour tout soignant, c'est que ces outils ne comprennent pas la médecine, ils calculent des probabilités. Et donc, on le redira plusieurs fois dans ce webinaire, une validation humaine restera toujours indispensable. Et en effet, finalement, de ces définitions des différents types d'IA, apparaît le lien, en fait, avec le travail de diagnostic médical. L'idée de poser un diagnostic, c'est de pouvoir finalement faire une recherche étayée à partir de faisceaux d'indices. Le diagnostic médical est donc le propre du professionnel de santé, tel que défini par les textes. Et cet outil IA vient finalement vient permettre de soit conforter un raisonnement humain, soit de gagner en temps. Par là, il faut quand même distinguer le diagnostic médical de l'aide au diagnostic. L'aide au diagnostic, c'est vraiment une assistance pour trouver des indices et des indicateurs plus rapidement. C'est-à-dire qu'on prend l'étape d'avant le diagnostic. Le diagnostic, c'est vraiment poser le raisonnement avec lequel on va qualifier, on va donner une qualification médicale. L'aide au diagnostic, cette étape précédente, c'est vraiment de relever les indices pour permettre d'étayer un raisonnement.
Par exemple, il va s'agir d'un logiciel qui peut assister donc des soignants signalant une anomalie sur une IRM ou en comparant un profil de symptômes à une base de cas existants. Donc la décision finale appartient toujours finalement au professionnel de santé, qui va être apte aussi à détecter, comme l'a souligné finalement Alan, des anomalies dans ce calcul. Qu'est-ce qu'on entend par prédictif ? Il s'agit de calculer la probabilité de survenue d'un événement, rechute, risque cardiovasculaire, à partir de données. On peut penser par exemple aux montres connectées qui alertent en cas de rythme cardiaque fluctuant. Ces outils vont être utiles pour la prévention, mais doivent être maniés avec prudence, car ils reflètent les biais des données d'entraînement. Donc là, on en revient à la constitution de la base, mais également au codage et au développement de l'IA en elle-même. Donc les différents types d'IA n'ont pas les mêmes résultats. Les applications prédictives se multiplient et les biais de base sont de plus en plus identifiés, non sans émoi, il y a quelques scandales parfois, mais il existe des solutions en fait pour varier les bases d'entraînement et permettre d'inclure certaines informations qui auraient été exclues de la base telle que constituée au départ pour entraîner l'IA. Le domaine de la prévention, donc cheval de bataille de nos politiques publiques en santé, donc du latin « venir avant », c'est la prévention, c'est l'idée d'anticiper de manière la plus juste possible. Donc les campagnes de prévention vont se baser de plus en plus sur des applications prédictives, donc un système prédictif. Néanmoins, la prévention, on y pense par exemple s'agissant des campagnes de vaccination contre la grippe et également pour anticiper des périodes d'engorgement des urgences, par exemple, dans le cadre de périodes spécifiques, comme des périodes de bronchiolite pour les enfants. Voilà, donc l'idée de distinguer les termes de prévention, prédictif et diagnostic, c'est de repositionner aussi la place de l'humain dans l'usage de ces outils et des conclusions qu'il peut en tirer. Tout ça nous amène finalement à la qualification du dispositif médical, qui est quand même l'outil qui mêle droit et médecine par définition, mais notamment via l'usage de l'intelligence artificielle. Pour faire simple, dès qu'un logiciel est destiné à être utilisé à des fins médicales, diagnostic, prévention, traitement, il entre dans la catégorie juridique du dispositif médical au sens d'un règlement européen, un règlement dont on parle peut-être un peu moins, mais qui n'est pas moins important, le règlement 2017-745, qui est donc le règlement sur les dispositifs médicaux. Qu'est-ce que cela implique ? Donc, vous voyez, son applicabilité est très large. Qu'est-ce que cela implique ? Cela implique une évaluation stricte de la sécurité du système d'IA qui est mis en place et de sa performance clinique. Cela implique également un marquage CE. C'est une garantie de la qualité, finalement, de l'outil, de l'IA, et une forme d'harmonisation du traitement en santé. Ça apporte, si vous voulez, une fiabilité et une qualité dans la prise en soin des personnes via un dispositif médical. D'accord ? Et enfin, le troisième point majeur du fait de l'applicabilité de ce règlement européen, c'est la traçabilité des données utilisées. On doit constituer des bases de données qui soient propres. Autrement dit, un outil d'IA utilisé dans le cadre médical n'est pas un simple logiciel de confort. Il est encadré juridiquement et doit démontrer qu'il ne met pas le patient en danger. Pour faire simple, quand on pense à une solution, un logiciel qui permettra d'apporter toute forme de réponse dans le domaine médical et que ce logiciel se base sur des données relatives à la santé de personnes, il va intégrer ce règlement et donc ces exigences. C'est une forme de garde-fou, si vous voulez. Alors, donc, comme vous l'avez déjà compris, l'IA en santé va solliciter de nouveaux acteurs auprès des soignants, donc des statisticiens, des développeurs, et va nécessiter un travail conjoint. Avant de discuter finalement d'éthique ou de réglementation, il faut comprendre que tous ces termes, IA, diagnostic, aide au diagnostic, prédictif, dispositif médical, ne recouvrent pas la même réalité, ce qui peut amener à une confusion des responsabilités.
Chacun prend sa part, les textes sont très précis et cela s'aménage contractuellement. Donc, comme le rappelle l'Académie nationale de médecine, les systèmes d'IA ne remplacent pas le médecin. Ils peuvent l'assister, mais nécessitent toujours validation et supervision de l'humain. Merci Violette. Donc vous voyez déjà dans une première logique, on a pas mal de termes et de définitions à expliquer, à vous faire comprendre pour vous montrer à quel point cette logique d'IA et de diagnostic médical est large. Et vous verrez, là, je vais vous parler maintenant des différents textes applicables. Vous verrez qu'on a aussi, de toute façon, ils se rejoignent assez en termes de sécurité, d'exhaustivité, d'entraînement des bases d'IA. Vous verrez qu'on a quand même derrière pas mal aussi de règles finalement et de garde-fous à appliquer. Donc, justement, parlons des différents textes applicables. Moi, je vais commencer par vous parler par celui peut-être qui parle le plus, qui est l'EGA Act, le règlement européen sur l'IA. Donc, c'est vraiment le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Vous en avez beaucoup entendu parler également, puisqu'il a été adopté très récemment, en 2024. Chose importante à savoir, c'est le tout premier texte européen qui est entièrement dédié à l'intelligence artificielle. On va faire court, pour ne pas aller dans le détail non plus sur chacun des textes. Son principe, il est très simple. Il va venir classer les différents systèmes d'intelligence artificielle en fonction d'un niveau de risque. On parle donc de différents niveaux. On a les risques faibles, les risques limités, les risques élevés ou encore les risques inacceptables. Donc vous voyez, l'AI Act est déjà en application dans une certaine partie de son contenu et aujourd'hui, donc, les intelligences artificielles à risque inacceptable sont interdites. Dans notre domaine médical, les systèmes d'IA qui sont utilisés pour le diagnostic ou pour la prise de décision clinique sont donc considérés par ce texte comme des IA à haut risque. Et c'est très compréhensible puisqu'en fait, on est quand même là pour diagnostiquer potentiellement une maladie ou autre auprès d'un patient. Et donc, si on se trompe, si le système d'IA se trompe, il peut y avoir des conséquences importantes. Et donc ça, le fait que ce soit classé en tant qu'IA à haut risque, ça a une conséquence directe déjà pour son développement. Ça veut dire que tous ces systèmes vont devoir respecter des obligations évidemment beaucoup plus strictes que ceux qui seraient sur des risques faibles ou limités. Parmi ces différentes obligations, évidemment, on va retrouver par exemple cette logique de transparence sur le fonctionnement du modèle. On doit être capable d'expliquer comment il fonctionne, sur quoi il se base. On doit avoir une véritable gestion des risques et une traçabilité rigoureuse qui sera appliquée dans son développement. On aura évidemment une supervision humaine obligatoire tout au long du process et on devra également pouvoir démontrer toute documentation technique détaillée utile sur le développement de cette intelligence artificielle. Ici, le message vraiment à retenir, c'est que dans le domaine médical, aucune intelligence artificielle ne pourra être déployée sans ces différentes garanties. Évidemment, puisque la santé des patients est considérée comme bien trop sensible pour prendre le moindre risque dans le développement et dans l'utilisation de ces systèmes d'IA. Et cela nous permet, donc ce premier engrenage réglementaire nous permet de revenir à mon cheval de bataille aussi aujourd'hui, c'est-à-dire au RDM, donc le règlement sur les dispositifs médicaux. En effet, tout logiciel ayant une finalité médicale, vous l'avez compris, est un dispositif médical. Donc on voit en cela l'intégration de l'IA dans le domaine médical qui est faite aussi au niveau réglementaire et qui a été finalement anticipée. Donc, cela implique une certification CE, une garantie, je n'y reviens pas. Mais l'IA doit prouver donc sa sécurité, ne pas causer de dommages, et sa performance, répondre correctement à un objectif médical. Alors, là, on touche un des prismes vus beaucoup sur le terrain. L'objectif médical, c'est un enjeu majeur, puisqu'il s'agit aussi souvent d'aide à la recherche donc, médicale, et donc d'une certaine volonté empirique. C'est là qu'on rencontre sur le terrain certaines difficultés, puisque pour développer un dispositif médical, souvent l'idée médicale est très claire. Néanmoins, on doit forcément limiter et définir la base de données et surtout l'organiser, la rationaliser en fonction de l'objectif. Or, souvent, l'objectif est lui-même d'effectuer une recherche. Donc, c'est la raison pour laquelle
d'autres textes viennent s'appliquer et essayer de poser des limites. On ne peut pas juste prendre un ensemble de données pour faire tourner notre logiciel et se dire, bon, finalement, ces informations sont cohérentes, celles-là sont incohérentes, et avancer de cette façon-là aujourd'hui. Sinon, on ne répondrait pas non plus aux critères de l'IA Act. Alors, les fabricants doivent, ce qui est un des points majeurs aussi du RDM, c'est que les fabricants doivent documenter les bases de données utilisées. C'est-à-dire qu'ils doivent être capables de rendre compte de la provenance des informations. Aujourd'hui, on voit beaucoup de projets transversaux, c'est-à-dire collecter des données de base à l'international. Les règles qui peuvent s'appliquer sont différentes et les responsabilités ou le risque aussi financier peut être différent en fonction des réglementations en concours. Bon, concrètement, un logiciel VIA de radiologie ou de cardiologie, ce n'est pas un gadget numérique. Je prends ces exemples parce que c'est des exemples assez concrets. Il suit le même régime que les dispositifs médicaux classiques, les prothèses, les scanners, mais avec une traçabilité des obligations de mise à jour qui vont être donc du coup accrues, notamment aussi des aspects de sécurité de traitement de l'information médicale. On en arrive aux droits des patients et aux droits des personnes. Tout à fait. Donc franchement, comment parler de textes applicables à l'intelligence artificielle et donc forcément aux données liées aux patients sans parler de notre bon vieux RGPD, donc le règlement général sur la protection des données. Ce règlement, je vous le rappelle, mais je pense que bon, aujourd'hui, il a quand même plus de 7 ans d'existence, donc je pense que c'est quelque chose qui est assez connu, mais je vous rappelle quand même que les données de santé sont considérées, en tout cas sont à prendre en compte du point de vue du RGPD, comme des données dites sensibles. Et quand on parle de données sensibles, ça signifie que le traitement de données de santé est, par principe, interdit. Alors, évidemment, ce n'est pas interdit dans tous les cas. Vous allez avoir des cas qui sont prévus à l'article 9 du RGPD qui vont permettre tout de même d'utiliser ces données de santé. Donc, ici, on parle, pour faire très simple, de bases légales qui permettent de le faire. Et vous allez voir, dans le cadre de l'IA de santé, vous en avez quelques-unes qui vous permettront, évidemment, d'échapper à ce régime d'interdiction par principe. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle le traitement nécessaire à des fins de diagnostic, dans un premier temps. Ça, on peut l'entendre. Mais vous allez avoir aussi ce qu'on appelle l'intérêt public dans le domaine de la santé. Finalement, ici, c'est ce qui va être mobilisé la plupart du temps dans la gestion hospitalière, la surveillance épidémiologique ou même dans les grandes bases nationales de données de santé, et donc plus particulièrement également pour la recherche clinique. Et évidemment, vous avez bien sûr beaucoup entendu parler aussi du consentement explicite du patient. Évidemment, celui-ci, il va être également très fréquent dans tout ce qui sera projet de recherche ou quand l'usage de l'intelligence artificielle dépassera le cadre strictement clinique. On peut entendre parler aussi, mais vraiment dans une moindre mesure, de la sauvegarde des intérêts vitaux du patient. Ça va s'appliquer vraiment dans des cas très spécifiques. Ça peut être, par exemple, vous avez un patient qui arrive inconscient aux urgences et que vous allez tout de même avoir une analyse automatisée, par exemple, je ne sais pas, d'imagerie qui va être nécessaire pour tout de même détecter si urgence vitale ou pas il y a. Bon, dans ce cas très précis et très particulier, ce serait une autre base légale qui serait applicable et qui vous donnerait encore une fois le droit de traiter la donnée de santé du patient. Évidemment, à côté donc de ces différentes bases légales qui vous permettent, oui, de traiter ces données de santé, vous allez également avoir des obligations transversales. Parmi elles, ce fameux devoir d'information auprès des personnes concernées. Par exemple, je vais devoir expliquer qu'est-ce que je récupère auprès d'elles, à quoi ça va me servir. Je vais devoir également utiliser uniquement les données qui sont dites strictement nécessaires, c'est-à-dire celles pour lesquelles j'ai un réel besoin pour accomplir la finalité de traitement que je m'étais fixée. Je vais évidemment devoir garantir la sécurité de mon traitement, c'est-à-dire avec des techniques comme du chiffrement de données, de la pseudonymisation de la donnée en interne, et évidemment avec beaucoup d'autres sécurités, on en reparlera un peu plus tard. Et enfin, vous devez également assurer ce qu'on appelle la transparence auprès des personnes, c'est-à-dire vous devez permettre aux patients ou aux personnes objets de l'étude clinique de pouvoir exercer les droits que le RGPD leur confère. Pour citer que, on va parler du droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition. Donc ici, pour cette partie RGPD, ce qu'on doit comprendre pour le soignant, c'est que dans sa pratique quotidienne,
l'utilisation des données par l'intelligence artificielle ne repose pas forcément le plus souvent uniquement que sur le consentement. Vous allez avoir très souvent l'intérêt public en matière de santé, tout en comprenant quand même que, évidemment, le consentement va rester un outil important pour instaurer une confiance, mais juridiquement, voilà, il faut le savoir, il n'est pas toujours nécessaire, voire même opérationnel dans un contexte purement clinique. Engrenage placé au niveau européen, mais qui intervient également finalement au niveau national avec le Code de la santé publique et donc le droit français. Le Code de la santé publique va rappeler que le diagnostic médical est un acte réservé aux professionnels de santé. On reste sur des personnes qui sont formées, aptes à interpréter des signaux ou même des rapports et retours, tant finalement de leurs internes par exemple, que d'une IA. Ils sont également des personnes qui peuvent donner l'alerte sur un biais dans le cadre de l'usage d'un logiciel au sein d'une structure hospitalière, clinique ou autre établissement. Alors, on le comprend bien, les outils d'IA peuvent aider, mais ils ne peuvent pas se substituer aux médecins. La responsabilité du praticien, qui reste une obligation de moyens, reste engagée en cas d'erreur, même si celle-ci vient d'un logiciel. Donc, mot d'ordre, s'aider de ces outils, oui, gagner du temps, mais également tenir compte que derrière, on revient quand même à la personne humaine qui est apte à poser un diagnostic ou à prendre une orientation pour choisir un traitement. De la même manière, il ne faut pas oublier que si certaines solutions sont développées sans garantie, elles vont volontairement faire remonter par exemple, un traitement plutôt qu'un autre pour certains types de pathologies. Donc, il est important que l'intervention humaine reste sur le devant de la scène. Le Code de la santé publique impose tout autant que le RGPD l'information des patients, une information loyale et claire sur l'usage d'une IA lors de sa prise en charge. Donc, en soi, on peut considérer qu'il va y avoir deux niveaux d'information qui peuvent être liés en pratique sur le terrain, mais deux niveaux d'information. Il y a l'information médicale, finalement, liée à la prise en charge, liée aux nécessités d'intervention, d'une intervention, par exemple, chirurgicale. Voilà, il y a cette information qui peut être basée sur l'intervention d'une IA en amont pour détecter des anomalies, etc. Mais il y a également cette information qui va dire on utilise votre double numérique, vos données intègrent potentiellement un système prédictif et votre cas sera utilisé pour permettre la comparaison d'un profil avec des milliers d'autres cas. Donc, l'information peut prendre différentes branches et doit être claire et distincte. Ce qui est intéressant dans le secteur de la santé et qui le différencie d'autres secteurs, c'est que l'IA ne peut être automatisée sans contrôle humain. On ne peut pas juste générer un rapport ou des résultats via un logiciel utilisant de l'IA, puisque le domaine étant tellement sensible, les enjeux tellement importants, qu'il y a donc ces différentes garanties légales, réglementaires, mais également éthiques, finalement, et déontologiques. On n'oublie pas que le lien thérapeutique et le lien patient-médecin reste primordial et l'usage de ces outils ne doit pas y faire obstacle. En soi, l'IA en santé n'évolue pas dans un vide juridique, c'est ce qui est important à retenir. Elle est encadrée finalement par une forme de carré réglementaire, l'AI Act, encadrement global des IA à haut risque, le RDM, donc le règlement sur les dispositifs médicaux qui permet de qualifier un dispositif médical en santé et de certifier qu'il présente certaines garanties, le RGPD s'agissant des droits et libertés des personnes concernées, mais tant des patients que des professionnels de santé, puisque leur nom, prénom peut être cité ou engagé en rapport avec un diagnostic qui serait basé sur des retours d'IA, et le Code de la santé publique qui rappelle que seul le médecin reste responsable du dépôt du diagnostic. Voilà.
Ces textes ne sont pas des freins, mais des garde-fous. C'est l'idée qu'on développe particulièrement aujourd'hui, puisqu'ils permettent aussi de prendre une certaine place au niveau des solutions développées aujourd'hui, que ce soit sur le marché national ou international, des niveaux finalement de qualité. Donc, je pense qu'on peut prendre un cas pratique pour illustrer un petit peu tout ça, l'intervention de ce carré réglementaire, et on peut le prendre en rapport, par exemple, avec un logiciel d'IA qui serait capable de détecter très rapidement une hémorragie intracrânienne sur un scanner. Donc, une IA d'aide au diagnostic qui permettrait de comparer un profil avec plusieurs autres et de voir de manière très rapide une anomalie. L'AI Act permettra de classer cette IA comme à haut risque. Et donc, il va intervenir directement dans le diagnostic, le logiciel va intervenir directement dans le diagnostic médical. Il doit donc être conçu avec une supervision humaine, une documentation technique et une gestion des risques. S'ajoute donc au règlement sur l'intelligence artificielle le RDM, le règlement sur les dispositifs médicaux, qui lui va venir s'assurer d'une haute qualité de soins et démontrer la sécurité et la performance clinique de cette solution. Enfin, presque enfin, le RGPD, lui, va permettre de justifier d'une base légale pour traiter des données des personnes dans ce contexte-là. Il va également permettre de dire que dans le cadre de l'urgence, on peut se passer du consentement, mais dans un cadre qui serait d'anticipation, il faudra quand même soumettre une demande de consentement à la personne et dans tous les cas, l'informer de l'intervention d'une IA pour la diagnostiquer. On ne peut pas utiliser finalement notre nous numérique à toutes les fins et sans objectif précis, voire contextuel, finalement. Le Code de la santé publique va venir définir que finalement la décision, par exemple, d'une intervention ou d'un diagnostic restera de la responsabilité du service de radiologie ou de l'urgentiste, des personnes formées pour. L'IA ne pourra pas décider seule. Dans ce type de situation, on va utiliser, par exemple, dans l'arrivée aux urgences d'une personne, une IA pour trouver plus rapidement ce qui peut poser problème et y remédier. On est bien dans l'usage de l'IA comme un dispositif médical, comme un outil, et un outil que les soignants, par leur pratique quotidienne, peuvent finalement enrichir petit à petit. Et c'est comme ça qu'on peut en arriver à décrire un peu plus finement les enjeux liés aux données utilisées pour le développement d'une IA. Tout à fait. Merci Violette. Donc effectivement, dans une seconde partie, on aimerait un petit peu discuter de l'enjeu finalement des données qui vont être utilisées pour entraîner ces différents systèmes d'IA. Donc tout d'abord, finalement, l'enjeu des données, c'est quoi? Quelle est la première question qu'on se pose? C'est qu'est-ce que je veux faire de ces données? Je veux, de quoi j'ai besoin? Je veux exploiter des données qui sont utiles et qui sont fiables pour mon système d'intelligence artificielle. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, la matière première, c'est bien la donnée. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir exploiter des données qui soient vraiment utiles et fiables ensuite pour être réutilisées et avoir un taux de réponse positive, en tout cas utile et fiable, le plus haut possible. Donc, concrètement, je vais essayer, quand je développe mon outil, de constituer des bases qui soient le plus complètes possible, mais également donc variées et représentatives de la population. On vous donnera quelques exemples. On peut y trouver donc par exemple des dossiers médicaux électroniques, des résultats biologiques, des images médicales, on en a parlé, des données génomiques ou encore des données issues de tout ce qui est capteurs connectés. Donc voilà, là vous voyez qu'on est sur une certaine exhaustivité des sources pour entraîner notre intelligence artificielle. Et donc, plus ces données seront riches et diversifiées, plus l'intelligence artificielle sera capable de détecter des signaux faibles et donc d'améliorer la précision des diagnostics posés.
Attention évidemment, toutes les données utilisées ne se valent pas, puisque des données incomplètes ou des données mal renseignées, biaisées, ou sur lesquelles il n'y a pas forcément eu un retour du médecin ou du personnel soignant pour justement annoter un petit peu ce qui a été utilisé, peut produire donc derrière des biais algorithmiques ou autres. Je vous donne l'exemple, j'en sais rien, je suis en train de faire un nouvel outil d'IA et en fait, je me suis basé uniquement pour l'entraîner sur une population jeune et masculine. Dans ce cas-là, vous comprenez très rapidement que je vais produire une IA qui ne sera pas fiable pour tout le monde. Puisque dans ce cas-là, si je l'utilise, celle-ci, vu comment je l'ai entraînée, je vais potentiellement sous-diagnostiquer certaines pathologies chez les femmes ou chez les personnes âgées. Puisque dans mon entraînement, j'y ai inclus essentiellement, si ce n'est exclusivement, une population jeune et masculine. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire. Ensuite, il y a la logique de ce qu'on peut faire, puisqu'on a des contraintes de recueil, mais aussi de qualité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire finalement en pratique? Et ici, faut conserver quand même dans un coin de notre tête qu'on a plusieurs contraintes importantes quand on veut collecter et utiliser des données de santé pour entraîner notre intelligence artificielle. La première, c'est la fragmentation des données. Je veux dire, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Chaque hôpital, chaque service va utiliser finalement ses propres systèmes et tout ça va rendre extrêmement compliqué l'agrégation de bases qui soit vraiment complète. Puisque si j'ai des systèmes différents, peut-être qu'ils se basent pas sur la même chose, récupèrent pas de la même façon, et donc ça va être très compliqué finalement d'avoir quelque chose d'homogène au final. Deuxième contrainte, évidemment, c'est tout ce qu'on vous a expliqué dans une première partie, ce sont les règles. Le RGPD, par exemple, vous impose de ne collecter que ce qui est strictement nécessaire, ce fameux principe de minimisation de la donnée, et aussi de sécuriser vos transferts de données. Donc ça veut dire que je ne peux pas récupérer tout et n'importe quoi et ensuite le mettre sur une base de données non sécurisée ou sur un PC qui n'a pas de protection particulière. Je ne peux pas faire ça. Quand bien même on pourrait se dire, c'est dommage parce que finalement, plus j'en récupère et plus je vais avoir une base exhaustive et plus derrière, je vais avoir des biais algorithmiques faibles. Pour le coup, là, je ne peux pas. Je ne dois récupérer que ce qui est strictement nécessaire. Troisième limite, et on en a déjà parlé, la représentativité. Si les données d'entraînement, par exemple, viennent d'une population trop spécifique, derrière, votre intelligence artificielle sera nécessairement et forcément biaisée. Par exemple, et ça, on l'a vu très récemment, une IA qui a été entraînée majoritairement sur des scanners américains, va potentiellement nous donner des moins bons résultats si on l'applique, par exemple, directement à une population française. On n'a pas forcément les mêmes maladies, pas les mêmes proportions, pas les mêmes populations et pas les mêmes modes de vie. Donc, c'est très compliqué, ou en tout cas, ce n'est pas nécessairement une bonne idée d'utiliser une IA entraînée exclusivement sur le sol américain pour ensuite l'utiliser sur la population française. Et enfin, dernier risque important à prendre en compte, c'est celui de la réutilisation incontrôlée. Pourquoi? Parce qu'en fait, les données de santé ne peuvent pas simplement être injectées dans un modèle d'IA généraliste, comme on avait dit tout à l'heure, comme ChatGPT, sans garantie solide. Pourquoi? Parce que sinon, vous risquez de perdre la confidentialité de ces données, je vous rappelle, sensibles au sens du RGPD. Et si je perds la confidentialité des données, qui est une des 3 composantes importantes quand je parle de données, confidentialité, intégrité, disponibilité, alors, au sens du RGPD, il y a bien une violation de données. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est assez simple. Une intelligence artificielle ne sera jamais meilleure que les données qu'on lui a fournies. Ce qui veut dire que le recueil des données médicales va devoir être rigoureux, complet et sécurisé pour que votre outil soit finalement utile. À l'inverse, des données biaisées, incomplètes, vont faire que votre IA risque non seulement de perdre en précision, mais potentiellement, et ça c'est encore plus grave, d'aggraver les inégalités de soins. Et donc, c'est pour ça qu'on vous le martèle depuis le début, c'est pour cette raison que tous les soignants vont jouer un rôle absolument essentiel dans le développement de ces outils IA. Ça va être de bien documenter les dossiers, de vérifier la qualité des données,
et donc de rester vigilant sur la façon dont toutes ces données seront ensuite réutilisées par des tiers. Évidemment, bah, en fait, je regarde un peu les commentaires, hein, de madame Touzeau. Effectivement, vous avez raison. Je vous donne l'exemple aussi en dermatologie parce qu'on l'a vu. Un logiciel d'IA en dermatologie, par exemple, j'en ai vu qui ont été entraînés uniquement sur des peaux claires ou en tout cas en très grande majorité sur des peaux claires. Bah, quel était le risque qui a été détecté? C'est que ce logiciel derrière pourra mal détecter un mélanome sur une peau foncée. Et donc, on comprend très rapidement, parce que je viens de vous expliquer, que le problème ici ne provient pas de votre algorithme en lui-même. Il provient réellement et essentiellement des données qui ont été utilisées pour l'entraîner. Et on touche par là à un des enjeux majeurs. Et quand on parle, par exemple, de documenter, à savoir que documenter dans le sens médical du terme et documenter dans le sens permettre le développement d'une IA peuvent avoir une définition un peu différente. Et quand on parle de documenter, on entend par là, par exemple, annoter, mais de manière objective et réutilisable, des informations médicales. Ce qui permettra donc du coup à une IA d'être entraînée. Dans les enjeux justement liés de l'IA, comme de l'IA dans le domaine médical et donc dans le diagnostic, il faut bien avoir conscience des limites de l'IA sans les interventions humaines. Donc l'IA ne comprend pas la médecine, hein, évidemment. Elle calcule des probabilités à partir de données, comme les différents exemples confiés par Alan. Et il faut bien prendre en considération qu'il peut y avoir un résultat qui semble pertinent, qui va être généré, mais qui va reposer sur un raisonnement qui est faux. C'est ce qu'on appelle donc les hallucinations. Donc oui, une IA peut halluciner, et nous avec elle, puisque elle va, comme toutes celles qui sont communes, partir analyser via des généralités, ou voilà, il y a plein de biais qui ont été décrits auparavant. Un autre des enjeux, donc en dehors du fait de prendre en considération qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle fait du calcul statistique, il va y avoir ce manque de transparence. Il y a aujourd'hui beaucoup d'algorithmes qui peuvent être considérés finalement comme des boîtes noires, qui sont difficiles à expliquer, même pour leurs concepteurs. Ils créent un système de machine learning, par exemple, auquel on va confier des bases, qui va tourner, apprendre par lui-même, et on va corriger au fur et à mesure des anomalies, on va dire. Cela pose un problème éthique et clinique. Comment justifier une décision face à un patient si on ne peut pas retracer le raisonnement de l'IA? Si on ne peut pas expliciter pourquoi on en est arrivé à cette conclusion de manière finalement non seulement vulgarisée et compréhensible, mais également sans étayer par nous-mêmes le fait d'avoir détecté un faisceau d'indices, il va être difficile d'emporter son adhésion aux soins proposés, par exemple. Et cela peut entamer non seulement la confiance, mais quelque part peut générer aussi des risques. Donc l'outil lui-même doit être développé correctement au départ, avec une intervention humaine technique et une autre intervention humaine pour les données relatives, elles, à la santé. Il y a également un problème de généralisation. Une IA entraînée sur un certain contexte, donc comme évoqué auparavant, peut donner des résultats qui vont être moins fiables dans un autre contexte. On pense par exemple à une IA qui sera entraînée sur une base de patients d'un hôpital universitaire parisien et qui serait réutilisée auprès d'un hôpital rural. En fait, il va y avoir des contextes qui sont aussi parfois géographiques, des contextes épidémiologiques. Il y a différents facteurs qui vont entrer en compte pour permettre à une IA de fonctionner correctement. Donc, une IA d'aide au diagnostic entraînée correctement, des fois, on en est là aussi, hein, dans un service va être très fonctionnelle, déjà parce que techniquement, elle va pouvoir être interopérable, avec accéder à des bases de données concrètes, bien rationalisées, etc. Ce même logiciel, cette même IA généralisée, utilisée ailleurs,
n'aura pas forcément les mêmes résultats. Et ça, c'est un des enjeux qui est très important à prendre en considération, puisqu'on est aujourd'hui, en règle générale, dans des systèmes où on aime beaucoup généraliser une solution et la transposer de part et d'autre. Or, les systèmes d'information locaux, des établissements et la base utilisée ne permettent pas forcément à une IA d'aide au diagnostic ou à une IA qui interviendrait dans le cadre de logiciels, de dispositifs médicaux, d'être aussi performante. Donc, il peut y avoir un danger là pour le patient et la qualité du soin également. Donc, autant pour la responsabilité de l'établissement, du praticien, et on en revient pour les droits à respecter du patient. Également, un autre enjeu, les enjeux de responsabilité, donc en cas d'erreur, à savoir qu'il y a forcément un échelonnage des responsabilités. Et une solution mise à disposition, c'est également un aménagement contractuel, mais on en revient toujours à qui seront les premières victimes, quelque part. Donc, il y a un aménagement des responsabilités qui doit être mis en place. Il y a les personnes qui développent un algorithme d'un côté, les personnes qui posent le diagnostic en utilisant ce logiciel de l'autre. Et après, on cascade les champs de responsabilité. Il peut y avoir d'ailleurs plusieurs acteurs en présence. Un résultat donc fourni par une IA ne doit jamais être validé les yeux fermés, la supervision humaine est indispensable. Un logiciel utilisant une IA dans le domaine de la santé ne peut pas se dupliquer et généraliser facilement. Il faut prendre en considération des besoins, des éléments techniques, établir un cahier des charges, des éléments techniques, mais également donc sur les interconnexions, etc., mais également l'état de la base de données qu'on souhaite utiliser. Enfin, il faut être capable de retracer ce raisonnement, donc présenter une certaine transparence. Et enfin, tenir compte du fait qu'on reste toujours, une IA ne comprend pas. Elle ne comprend pas, elle interprète via des formules mathématiques. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire face à ces enjeux identifiés ? Il va y avoir forcément ce premier enjeu de sécurisation. Sécuriser le développement et l'utilisation de l'IA. Donc, on voit déjà deux éléments se distinguer. Le développement, c'est-à-dire à sa conception, et ensuite son usage. Première étape, il y a quand même cette idée de qualité et de validation des données. Finalement, le nerf de la guerre pour l'IA dans le domaine de la santé et dans le diagnostic, ça va être quand même la qualité des informations. L'objectif reste de choisir une base, nettoyer et normaliser avant d'entraîner une IA, la base de données. Les données doivent être vérifiées, corrigées et uniformisées. Donc, vérifier et corriger, c'est souvent l'apanage des data scientists, mais également donc, des praticiens en santé qui, aujourd'hui, pour développer ce type de solutions et gagner du temps ultérieurement, vont être sollicités, justement, pour analyser et confirmer ce qu'une IA a pu générer comme résultat. Il va y avoir également, dans l'idée de nettoyage et normalisation, des aspects techniques, donc le format de l'image, le codage des diagnostics, la nomenclature des actes. En cela, les médecins DIM sont bienvenus. Il y a également, dans cette idée de qualité et de validation des données, il y a donc le nettoyage et la normalisation. On enlève les fioritures, on voit comment on code, on voit comment on classe, et on annote cliniquement dans ce second temps, les bases. Donc, j'ai un peu pris les devants par rapport à cette étape, mais effectivement, une fois qu'on a des bases saines d'un point de vue technique et classifiées, on doit avoir également des bases saines d'un point de vue raisonnement et raisonnement médical. On en arrive à cette troisième étape, l'équilibrage des bases de données. L'idée, c'est d'éviter que certains profils soient surreprésentés. Je n'y reviens pas. Mais en fonction de l'objectif médical fixé pour le développement d'un dispositif médical, d'un logiciel comportant une IA, on vérifie qu'on a la population idoine qui est représentée et que ce sont bien ces données qui vont permettre de parvenir à l'objectif visé. Et on en revient à un travers du RGPD, enfin pas un travers, à une exigence du RGPD.
une fois qu'on a des bases qui sont saines, arrive, le moment, de concevoir et entraîner l'algorithme qui constituera l'IA. Tout à fait. Et donc, une fois que cette IA a été conçue, pensée, effectivement, on va devoir vérifier qu'elle est réellement derrière, fiable et sécurisée avant de la mettre en production. Et donc, pour cela, vous allez avoir tout un processus qui va aller de l'entraînement de l'algorithme jusqu'à sa surveillance en vie réelle. Donc, tout d'abord, parlons entraînement, validation. On va commencer donc par séparer toutes les données en plusieurs jeux. On appelle ça des jeux. Vous avez le jeu d'apprentissage, qu'on appelle le training set. Vous avez le jeu de validation, qui va servir à régler tous les paramètres. Et enfin, vous avez un jeu de test, qui lui sera utilisé pour évaluer les performances finales de votre système d'IA. Cette méthode va permettre d'éviter ce qu'on appelle le surapprentissage. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'overfitting. Ça va être le cas, en fait, où votre intelligence artificielle marche parfaitement en phase de test sur toutes les données d'entraînement qu'on lui a données, mais elle s'effondre dès lors qu'on l'utilise en pratique clinique. Pour éviter cette logique-là, justement, donc, on passe par ces différents jeux. Ensuite, vous allez avoir une validation externe. Autrement dit, vous allez tester votre IA sur des données qui proviennent d'autres établissements pour s'assurer qu'elle est bien robuste et qu'elle continue de fonctionner sur un périmètre externe. Et évidemment, tout ça, vous allez devoir le mettre à jour très, très, très régulièrement. Les maladies, les pratiques médicales, les populations évoluent. Donc, une intelligence artificielle qui n'est pas réentraînée va devenir rapidement obsolète. Je vous donne un exemple assez concret, parce que c'était pas plus tard que le mois dernier. On a vu apparaître en août dernier à Dijon, donc en Bourgogne-Franche-Comté, les premiers cas de chikungunya qui sont complètement autochtones, donc qui n'ont pas été importés parce que la personne serait allée dans des pays tropicaux où le chikungunya est présent. Donc, c'est réellement une première qui a été rapportée par l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté, ce qui démontre donc bien que des maladies connues, parce que le chikungunya c'est connu, mais pas encore nécessairement présentes sur le territoire métropolitain, arrivent. Et donc, on a besoin que l'intelligence artificielle intègre toutes ces évolutions, sinon elle pourrait commencer à passer à côté de diagnostics cruciaux. Donc, mise à jour extrêmement régulière. Ensuite, vous avez besoin, et on l'a martelé à plusieurs reprises, c'est des obligations de tous les textes de toute façon, vous avez besoin de mettre en place la sécurité technique de votre algorithme. Donc, ça veut dire que techniquement parlant, chaque décision prise par votre algorithme va devoir être journalisée, enregistrée, pour qu'on puisse reconstituer le cheminement en cas de litige. En plus de ça, votre IA doit être capable de mettre un certain niveau d'explicabilité sur ses décisions. Elle doit pouvoir montrer pourquoi elle va proposer tel ou tel résultat. Par exemple, elle doit être capable de surligner une zone précise sur votre IRM qui va expliquer pourquoi elle émet telle hypothèse. Et enfin, on va devoir penser à la robustesse. Certains algorithmes, évidemment, peuvent être trompés par de toutes petites modifications. Exemple, une IA qui se base sur des radios, il suffit de modifier un seul pixel sur la radio, ça peut potentiellement suffire à fausser le diagnostic. Et ça, c'est ce qu'on appelle les attaques adversariales. Attention à ça, puisque ce sont donc des attaques qui sont en plus de plus en plus possibles, en fait, bizarrement, notamment aussi grâce à l'IA, c'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas forcément très fortes en attaque et en hacking peuvent très bien, si elles arrivent à contourner les règles de base d'un système d'IA, développer un virus ou une attaque un petit peu plus élaborée que d'habitude et qui pourrait passer donc dans votre système d'IA. Ce qui veut dire que vous devez penser dès le départ aussi à des mécanismes de détection et de correction. Tout ça devra être intégré dans votre système. Et donc, évidemment, dernière étape, mais c'est un tout, la cybersécurité au sens large. On parle vraiment de protéger les données qui sont utilisées. Ça va passer dans un premier temps nécessairement par du chiffrement, que ce soit sur vos données au repos, mais aussi sur vos données en transit.
Donc, vous allez mettre en place des standards, hein, ça ce sont donc plutôt des sujets techniques, mais avec au minimum de l'AES 256 ou du TLS 1.3. Donc, vous voyez que lors de la création finalement de votre système d'IA, vous voyez qu'il va y avoir une pluralité de profils et vous allez avoir tous ces techniciens qui seront là aussi pour mettre un niveau de cybersécurité suffisant. Au-delà de ça, on parle aussi du stockage. Il va devoir être fait dans des environnements sécurisés, donc évidemment chez des hébergeurs de données de santé certifiés en Europe. Les accès vont devoir être strictement contrôlés. Vous allez devoir mettre en place une authentification forte, une journalisation des accès, un cloisonnement des accès. Et surtout, vous allez devoir mettre en place ce qu'on appelle des tests d'intrusion et des audits réguliers qui vont devoir être menés. Le but, évidemment, d'identifier des failles comme celles qu'on appelle les failles zero day, qui sont celles en fait qui sont présentes depuis le départ dans votre système que vous n'aviez pas forcément détectées et qui permettent finalement à un potentiel attaquant de passer par un peu une backdoor dans votre système. Ah, voilà, tous ces tests d'intrusion et ces audits permettent finalement un petit peu d'éprouver votre système d'IA et de faire en sorte qu'il soit sécurisé. On a évidemment aussi des protections nécessaires contre des attaques beaucoup plus récentes, comme l'injection de prompts malveillants. Je vous l'ai dit, hein, avec par exemple des IA génératives, j'arrive à contourner un petit peu l'éthique qui a été mise en place par son créateur, et finalement, j'arrive à faire en sorte qu'elle génère des choses qui n'étaient pas censées être faites. Et enfin, quatrième point, la surveillance en vie réelle, ce qu'on appelle le post-market surveillance. Une IA n'est pas figée dans le temps. Une fois qu'elle est déployée, toutes ses performances vont devoir être suivies en continu avec des indicateurs comme le taux de faux positifs, mais aussi de faux négatifs. Et donc, si une dérive est détectée, par exemple, je ne sais pas, une augmentation d'erreurs dans certaines populations, le logiciel va devoir pouvoir être mis à jour ou alors retiré temporairement du marché. Il est donc essentiel de prévoir un retour utilisateur. Tous les soignants doivent pouvoir signaler très facilement un problème rencontré avec l'intelligence artificielle. On pourrait comparer ça avec la pharmacovigilance, mais donc appliquée sur cette logique numérique. Ici, message clé qu'on devrait retenir sur toute cette partie-là. Hein. Derrière chaque intelligence artificielle que vous utilisez, il y a un processus très strict de sécurisation technique. Ça passe donc par des bases de données de qualité, des validations croisées, une cybersécurité renforcée et une surveillance continue en pratique clinique. Et donc le rôle du personnel soignant, c'est bien de rester un utilisateur vigilant. Il doit signaler les anomalies, il doit confronter les résultats à son expertise et donc ne jamais considérer l'IA comme étant quelque chose d'infaillible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir l'IA comme ce qu'elle doit être. L'IA, c'est effectivement potentiellement un outil formidable. Elle pourra vous faire gagner du temps. Elle pourra vous aider à détecter des signaux qui étaient pourtant faibles et donc à renforcer la qualité des soins. Pour autant, l'IA ne sera fiable que si elle est utilisée donc dans un cadre très réglementé. Et si on garde tous à l'esprit le fait de devoir rester avec un esprit très critique et que donc la sécurité du patient reste bien la priorité absolue. Je pense que je peux vous donner cet adage. Hein. L'IA n'est pas là pour remplacer le médecin, mais bien encadrée, elle pourra devenir son meilleur allié pour soigner le patient. Donc, dernier exemple concret que je vous donnerai dans ce webinaire, imaginez un logiciel d'IA en radiologie, il vient vous signaler une image comme assez suspecte sur une radio. Le mauvais usage, ce serait que le radiologue, finalement, il n'a pas le temps, il a énormément de choses à faire, il valide automatiquement sans vérifier. Le risque de faux diagnostic est bien réel. Le bon usage, c'est le radiologue, en fait, reçoit le signalement, le lit, le confronte avec son expertise et va décider finalement si oui ou non il intègre cette information dans son diagnostic final. Donc, si on met un petit peu une conclusion à tout ça, ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle appliquée au diagnostic médical se situe sur un point d'équilibre assez finalement délicat parce que d'un côté, vous avez un formidable levier de progrès clinique potentiel parce que vous allez pouvoir améliorer votre précision au diagnostic, l'aide à la détection précoce, le soutien dans un contexte évidemment qu'on connaît malheureusement de surcharge de travail des soignants. Mais d'un autre côté, on a quand même des réels pièges systémiques à prendre en compte. Attention aux biais de données, attention au manque de transparence des algorithmes,
à tous les risques qui sont liés à la sécurité et donc ne pas oublier que la responsabilité médicale reste évidemment engagée auprès des professionnels de santé. Le message essentiel dans tout ça, c'est vraiment de se dire l'IA n'est pas un remplaçant, mais vraiment un allié dans votre quotidien. Il pourra accélérer, alerter, orienter, mais jamais, jamais diagnostiquer. Le médecin reste donc celui qui contextualise, qui explique et qui assume la décision finale. En cela, on peut également se dire que l'innovation n'est pas bridée, mais encadrée pour que l'intérêt humain reste au centre des développements des nouvelles technologies, dont l'IA en santé. Les textes évoqués partent finalement ab initio de ce qui était prévu dans le Code de la santé publique et viennent uniquement assurer ces garanties d'un point de vue européen et donc une certaine harmonisation et qualité du soin. Alors, est-ce que la vraie question pour l'avenir ne serait pas la vraie question semble plutôt être comment s'assurer que chaque innovation en IA contribue à un progrès clinique réel, plutôt que se dire est-ce qu'on doit utiliser ou non l'IA dans le diagnostic médical. L'idée, c'est vraiment de se demander comment mettre l'innovation au service du progrès clinique. Voilà, sans introduire de biais, sans fragiliser la responsabilité médicale et sans mettre en péril la relation de confiance avec le patient. Finalement, le soignant va garder son rôle essentiel, c'est-à-dire participer au recueil et à la qualité des données, signaler les dérives et manier l'IA comme un outil. Tout à fait. Et donc, franchement, je pense que pour terminer ce webinaire tous ensemble, je pense que vous comprenez très bien qu'aujourd'hui, on est un petit peu à la croisée de différents chemins. Se dire que si on parvient à conjuguer innovation technologique, encadrement juridique et vigilance clinique, l'IA en santé pourra donc être ce qu'elle doit être, un progrès au service du patient et non pas un piège pour le système de soins. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup Merci. pour votre participation à ce webinaire. Je vous rappelle une nouvelle fois qu'il n'y a pas aujourd'hui de support pour cette présentation. On était vraiment plutôt dans une logique de discussion autour de ce sujet. Par contre, vous aurez accès au replay sans souci que vous pourrez ensuite partager si vous le souhaitez à vos contacts. Et si jamais voilà, vous avez des questions un petit peu plus poussées, que ce soit sur un domaine médical, enfin santé au sens large, ou technique sur une logique cyber, bah voilà, n'hésitez pas. Vous avez notre mail de contact et on vous laissera nous contacter pour répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup et à très bientôt, on l'espère.